Alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'après ça sera pareil après les télévisions, ça sera pareil après les radios, qu'il y ait une ou deux questions de la salle par rapport à ce qui vient d'être dit. Je parle mal parce que j'ai un AVC. Hein. Le ravi, sans parole, CQFT, quel nombre d'exemplaires. Moi, avant, j'étais à sans parole, mais c'est papier. Non, papier, et on a 200 ou 300 exemplaires. Oui. Et non. Oui. Et quel... oui, voilà. On a un petit millier d'abonnés et on doit tirer aux alentours de 2000-3000 exemplaires. On est diffusé donc par abonnement en kiosque et on a aussi mis en place, on est diffusé uniquement sur la région PACA parce qu'on est un journal régional et un petit peu comme CQFD, on a mis en place des systèmes de distribution alternatifs parce qu'effectivement dans certains territoires, nous ne sommes plus distribués par Prestalis, notamment sur le pays d'Arles. À Arles, on nous a dit vous n'êtes plus assez rentable pour être diffusé, donc vous dégagez des kiosques. Ce qu'on a trouvé comme solution, on est distribué par un disquaire, un apiculteur, une épicerie bio. Et au final, c'est un système qui fonctionne parce que notre diffusion maintenant est meilleure que quand on était distribué en kiosque. Donc voilà, pour répondre à la question de la diffusion. Oui, alors pour CQFD, donc c'est une diffusion qui est nationale. Donc évidemment, les chiffres sont un peu plus élevés. On tire à 12 000 exemplaires donc, chaque mois. Et ça se répartit à peu près à égalité. On a 2000 abonnés et 2000 ventes en kiosque. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les règles actuelles de la diffusion en kiosque, la barrière à ne pas franchir, pour toute la presse, c'est 80% d'invendus. Si vous êtes en dessous de 80% d'invendus, vous pouvez espérer pouvoir faire le prochain numéro. Mais voilà, vous voyez bien que c'est quand même extrêmement tangent. Alors, vous me direz, si on a autant de ventes ou d'abonnements, pourquoi tirer à 12 000 ? Tout simplement parce que si on veut être présent donc, dans un certain nombre de kiosques sur le territoire, il faut avoir un tirage assez conséquent. Et plus on réduit le tirage, et plus on abandonne des kiosques, des maisons de la presse, etc. Voilà. Une deuxième question ? Sans parole, c'est sur Internet, donc on ne sait pas. Alors, est-ce que quelqu'un sait combien on a de... Moi, je ne sais pas. Bon, une deuxième question ? Oui, bonjour. Oui. Ma question, c'est plus une remarque, mais j'espère que vous allez pouvoir en dire plus que moi. C'est par rapport à votre collègue qui a dû disparaître il y a 2 ans de ça, un journal qui s'appelait Le Plan B et qui aurait eu tout à fait sa place ici. Donc je vous laisse en parler, je pense que vous en parlerez mieux que moi. Tu pourras en parler, mais le plan B, moi si je me rappelle le dernier numéro, ils ont décidé d'arrêter. Il y a à la fois, enfin effectivement je crois que c'était le journal.
C'était le journal qui a succédé à PLPL, pour lire pas lu, qui était un journal qui était principalement un journal de critique des médias. Et le plan B, je pense que oui, ils ont je vais pas dire que je pense pas que quand on arrête un journal, c'est complètement par choix, mais je pense qu'aussi il y avait une certaine forme de lassitude, au sens où voilà, à force de raconter, de toujours creuser le même sillon, on finit par s'épuiser. Et quand on voit que au niveau du lectorat, enfin c'est le métier de la presse, même si on a l'air d'être très souvent assis et d'être relativement bien habillé et d'avoir un abattement pour ceux qui ont la carte de presse, c'est un métier qui est assez usant. Donc voilà pourquoi PLPL. Nous, par exemple, dans le dernier numéro du Ravi, on a fait un dossier sur les médias, et dans ce dossier, nous on existe depuis 2003. On a fait la liste des journaux qui ont disparu depuis qu'on existe. Et c'est vrai que la liste, déjà la liste elle n'est pas exhaustive. Et elle est vraiment, enfin pour tous les médias qui ne sont pas liés à des groupes, c'est toujours très tangent. Et on se retrouve avec, et quand en plus on veut que ce soit fait, quand on veut en vivre, c'est ce qu'il y a d'encore plus compliqué. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer aussi ce genre de parcours atypique. Mais effectivement, moi j'ai contacté des gens d'Acrimed par rapport à cette journée. Malheureusement, ils ont leur assemblée générale en ce moment. Voilà. Bon, je te laisse là. Bon, on prend une dernière question, après on passe. Jacques. C'était à propos de Sans Parole. Donc, bien sûr, on est tous très contents que Sans Parole redevienne un lieu d'expression alternatif. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait deux aspects dans Sans Parole qui étaient particulièrement intéressants. C'est la constitution collective de l'édition, qui était un travail collectif interassociatif dans lequel se créait quelque chose entre les associations dans le montage. Et deuxièmement, que c'était une vente militante, et que la vente militante était une opportunité de contact avec le public extrêmement positive, parce qu'elle nous engageait dans des relations. Alors, c'est pas pour critiquer l'expression par Internet, je crois que c'est bien, mais ce serait intéressant d'imaginer qu'est-ce qui peut rester et sous quelle forme de ces valeurs qui étaient la conception militante et la vente militante. Alors, je réponds à un mot. La vente, qu'on n'a plus les forces. C'est-à-dire on n'a plus un groupe comme on a eu à cette époque-là, capable d'aller sur tous les marchés et de distribuer week-end après week-end, etc. Si on a de nouveau la force, on le fera. Et malheureusement, moi aussi, sur ce qu'on a sur la partie club de Mediapart, c'est 2 colonnes. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai journal au sens où on peut faire comme on faisait effectivement avec Jacques, avec Marie-Claude, c'est-à-dire réfléchir à comment on met les articles les uns par rapport aux autres, etc. On a un article et une fois qu'on en écrit un nouveau, il sort et il y en a un nouveau. Et ça, moi aussi, je le sens comme un appauvrissement. Mais pour le moment, financièrement, on ne peut pas faire autrement. Allez, mais c'est parce que c'est toi. Un truc rapide. Hein. Alors, question rapide. La première, c'est si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourriez me réexpliquer, puis peut-être expliquer aux gens, tout bête, mais moi, des fois, on me demande la question si mon journal est un journal alternatif. Et je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à maintenant parce que je l'ai construit de telle sorte comme une entreprise et tout. Donc, est-ce que vous pourriez, vous, me dire ce que vous considérez comme un journal alternatif ? Et ensuite, au sein de vos propres médias, notamment ceux qui allient le travail journalistique et le travail des contributeurs, quelle distinction vous faites entre les deux ? Ou est-ce que vous considérez que finalement, le journaliste traditionnel ayant fait défaut, puisque, alternatif, c'est aussi parce qu'on s'oppose à la norme. Donc, est-ce que le journaliste traditionnel ayant fait défaut, le contributeur, c'est le nouveau journaliste aujourd'hui, et donc il a sa place au même titre qu'un journaliste plus formaté, on va dire. C'est une question terrible. Moi, je vous laisse répondre à la seconde et peut-être à la première si vous voulez. On considère que c'est un journal alternatif et je pense que les trois le sont, dans le sens où on ne cherche pas à copier
les formes de journalisme qui sont dominantes, mais on invente autre chose. Alors avec les moyens du bord, avec les limites qu'on a, etc. Mais il y a une part de créativité, d'inventer autre chose que ce qu'on appelle journal en général aujourd'hui. Après, il faudrait expliquer pourquoi, comment, ce qu'on fera peut-être tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qui fera un petit peu l'objet aussi de la deuxième table ronde. Journal alternatif, journal indépendant, c'est assez présomptueux de l'affirmer. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait dire journal pas pareil, même si c'est pas très beau. J'ai pas l'impression qu'on est forcément ultra inventif au niveau des formes, c'est-à-dire qu'on est fait par des journalistes. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans à l'Humanité avant d'atterrir du côté de Marseille et de finalement bosser au Ravi. Donc, je fais du journalisme comme je le faisais auparavant, mais là avec plus de liberté. Il est vrai par contre que la petitesse des moyens et la liberté, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans le Ravi, ce qu'on aimerait que les autres fassent, mais qu'ils ne font pas forcément. Et parfois, quand ils font, enfin, c'est pas pour jeter l'anathème sur le reste de la presse, mais on trouve de très bonnes enquêtes dans la Provence et la Marseillaise, et on trouve aussi des mauvais papiers dans la presse alternative. Donc on essaye de faire notre boulot du mieux qu'on peut. Sur la relation avec des contributeurs extérieurs qui ne sont pas journalistes, effectivement, ça, on est en plein dedans parce que, désolé de faire mon vendeur, le numéro 100 du Ravi est accompagné d'un hors-série qui s'appelle le Ravi Crèche dans la rue. C'est un boulot de partenariat qu'on a fait avec la Fondation Abbé Pierre, avec des personnes sans abri accueillies à la boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Quand on a fait ce boulot-là, c'est-à-dire que le Ravi a plusieurs casquettes. Le Ravi est un journal, mais aussi un journal qui est édité par une association qui fait des ateliers d'initiation à la presse en milieu scolaire, mais pas que. Et là, pour le coup, on s'est dit, on va faire un journal qui va être écrit par et pour les sans-abri qui étaient accueillis dans ce lieu-là. Sauf que ça ne s'est pas traduit par des ateliers où on a pu faire... les personnes n'ont pas pris spontanément la plume pour écrire des articles. C'est-à-dire que c'est une construction, et pour qu'il puisse y avoir une réception de la part du public, pour que ça puisse être lisible, intéressant, on a construit ces articles en commun avec eux, selon les canons journalistiques. Mais ça donne aussi lieu à une certaine forme d'inventivité. C'est-à-dire que, par exemple, un sans-abri qui était cuistot, qui avait une formation de cuistot, et comme on a un canard satirique, je lui ai proposé de rédiger une recette pour comment préparer, pour régler définitivement le problème des sans-abri en Provence et en France, de proposer ce qu'avait proposé Jonathan Swift par rapport aux pauvres en Irlande. Il avait proposé de manger les enfants. Donc là, je lui ai proposé, si tu nous faisais une recette pour qu'on puisse manger du SDF et régler définitivement le problème des sans-abri. Donc on essaye d'avoir une inventivité. Voilà. Oui, pour CQFD, en fait, dès le départ, le projet, c'était de se donner les moyens. Plus près, plus près. Ça marche. Sous le... Vas-y. Tiens. Il a dû être coupé, non? Je sais pas. Bon, peu importe. Oui, donc dès le début, donc en 2003, l'idée c'était de se donner les moyens, donc de reprendre une parole publique. Et donc c'est un peu ce que tu disais, a priori. Donc n'importe qui doit pouvoir donc prendre cette parole publiquement. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la formation pour pouvoir donc écrire un article qui soit compréhensible, qui soit donc agréable à lire, etc. Donc en fait dans CQFD on a travaillé toujours avec des gens qui peuvent être par ailleurs des professionnels de l'écriture, mais en aucun cas cet état de fait là a dû déboucher sur une confiscation de la parole. C'est pas parce que eux ils savaient écrire qu'ils allaient prendre le pouvoir dans le journal et qu'ils allaient se mettre à écrire tous les articles, ou à réécrire tous les articles. Ils étaient là donc pour effectivement donner un coup de main pour tous ceux qui contribuaient au journal et les aider donc justement à pouvoir prendre cette parole publique. Voilà.
Peut-être. C'est vraiment. Tu pourras pas le prononcer après quand il y aura les radios? Bon, ben, dis en un mot. Le RAVID, ce mois-ci, donne en quelque sorte une photo du nombre de personnes salariées au sein de la rédaction. C'est intéressant de savoir que par abonnement ou par les rentrées et par la vente, on peut salarier des personnes qui font donc un travail un peu plus permanent, un peu plus complet, alors que ce soit des salaires à temps complet ou des salaires partiels. Pour CQFD au niveau national, est-ce qu'il y a le même type de fonctionnement? Est-ce on peut avoir une idée, il n'est pas certain que ça puisse être dit, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui y travaillent, en dehors de tout ce qui est bénévolat, ce qui est implication parfois intermittente de contributeurs? Merci. Oui, non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de secret, donc... pardon. Il n'y a pas de secret là-dessus, on y arrive. Et en fait, à CQFD, on fonctionne un peu comme au RAVI avec des emplois aidés, hein, parce que nous, on a un journal donc, qui est absolument pas subventionné, mais en fait, le journal, c'est une association, hein, donc au départ, et l'association, donc, elle peut accueillir des emplois aidés. Hein. Donc, il y a un certain nombre d'emplois aidés. En général, donc, il y en a un ou deux maximum, hein, c'est plutôt un que deux. Et à côté donc, de ces emplois aidés, il y a un emploi permanent pour tout ce qui est du travail de secrétariat de rédaction, expédition du courrier, accueil téléphonique, etc., etc., etc. On peut pas évidemment fonctionner. Et on a une diffusion nationale, mais les locaux de CQFD sont à Marseille. Hein, il n'y a pas d'autres locaux que le local de Marseille. Alors après, le comité de rédaction et le réseau de contributeurs, il est évidemment infiniment plus large, hein, que ce petit noyau de salariés. Si on pouvait salarier 6-7 personnes, on le ferait, évidemment. Hein, d'autant qu'à la base, le projet CQFD, c'est un projet entre des chômeurs. Hein, des chômeurs qui décident à un moment, bon, allez, on reprend la parole publiquement, on existe publiquement, on ne se contente pas de nos débrouilles dans notre coin, et on fait ce journal. Hein. Donc voilà, donc bon, c'est pas une entreprise de réinsertion, hein, mais bon, il y avait quand même donc, cette dimension-là, donc au cœur du projet, de pouvoir salarier un maximum de personnes. Voilà. Merci. On va passer à la deuxième groupe.